C'est parti pour notre grand débrief de l'actu tech. Aujourd'hui, autour de la table, Imen Kabouya. Bonjour Imen. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Wavestone, qui est un cabinet de conseil qu'on connaît beaucoup, mais vous, c'est votre première dans le grand débrief. Donc, bienvenue. Vous êtes experte cloud, data, intelligence artificielle. Ça tombe bien, on va beaucoup en parler aujourd'hui encore. À côté de vous, Pascal Malotti. Bonjour Pascal. Bonjour. Directeur de la stratégie chez Valtech. Et Alexandra Eteanu est également avec nous, avocate. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va s'intéresser aux vagues de licenciements qui seraient liées à l'intelligence artificielle. Mais nous, on a envie de creuser un petit peu ce sujet pour savoir, est-ce que c'est véritablement la faute à l'IA? Vous me direz un carton rouge ou carton vert pour chacun de ces sujets. On va aussi parler des investissements jugés trop risqués dans l'IA de Meta. Est-ce que ça va trop loin? En tout cas, la bourse n'a pas tellement apprécié les prévisions. On va commencer évidemment avec un autre sujet, c'est celui qui occupe toute l'actualité, j'ai l'impression en ce moment, mais peut-être parce que j'ai un prisme très numérique, c'est Shein. Shein menacée de suspension et en même temps célébrée au BHV. Alors c'est un drôle de timing, peut-être même un terrible timing pour le BHV. On va rappeler les faits. Vendredi dernier, donc des poupées sexuelles qui représentent des petites filles ont été découvertes sur la plateforme d'e-commerce. La DGCCRF, donc la Direction générale des fraudes, a effectué un signalement. L'Arcom a été saisi. Le parquet de Paris a confié 4 enquêtes à la brigade des mineurs. Et puis, hier, donc mercredi 5 novembre, on découvre des armes létales dont l'acquisition est interdite sans autorisation spécifique. Voilà, toute cette affaire mobilise quand même jusqu'à 4 ministres. On va citer donc M. Lescure, Papin, Mme Henanff au numérique, Jean-Noël Barrot au ministère des Affaires étrangères. Et puis ça va jusqu'au Premier ministre qui s'est engagé sur ce sujet. Et ce matin, donc ce jeudi, courrier envoyé par ces ministres à la présidente de la Commission européenne. Voilà, donc ça pose le décor, ça montre l'ampleur qu'a pris quand même ce sujet. Je voulais avoir vos premières réactions sur ce qu'on a découvert sur la plateforme Shein. Est-ce qu'aujourd'hui, ça nécessite une intervention aussi haut et aussi importante du gouvernement français et jusqu'au niveau de la Commission européenne? Selon vous, est-ce que vous donnez un carton rouge ou un carton vert à l'action gouvernementale d'abord sur ce sujet? Gouvernementale. Alors, à ma droite, j'ai les cartons verts. Alexandra? Franchement, ils ont été bons élèves aussi pour l'instant. Ils ont suivi. On est tous d'accord, on fait l'unanimité sur ce sujet. Ok, on est content en fait qu'ils se mobilisent. Oui, totalement. Ils ont utilisé toutes les voies de recours possibles au niveau de la loi nationale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a la LCEN qui existe, la loi pour la confiance en l'économie numérique, qui a été adaptée avec le règlement sur les services numériques, donc le DSA, et qui permet donc à une autorité publique administrative de demander le retrait de contenu illicite directement à l'hébergeur ou au fournisseur d'accès Internet. Ça a été demandé sous 24 heures. Si ce n'est pas réalisé sous 24 heures, on peut obtenir une suspension des services et des astreintes, etc. Donc tout a été fait au niveau français. Alors moi, j'avais vu que le délai de 48 heures, en fait, la menace de suspension est sous 48 heures s'il n'y a pas d'exécution aux demandes du gouvernement. Alors, c'est peut-être pas sur la LCEN, c'est sûrement sur le DSA, effectivement. Sur le DSA, le Digital Services qui a Act. effectivement d'autres mécanismes. Il y a notamment l'article 16 du DSA qu'on utilise beaucoup au cabinet, nous, qui est l'obligation pour les grandes plateformes de mettre en place un canal numérique qui va permettre aux utilisateurs de demander le retrait de contenu illicite. Donc ça existe, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup. Là, ça a pris une telle ampleur que ça arrive au niveau de l'État français. Et puis, on voit que ça dépasse au final l'État français. C'est pour ça que les ministres ont saisi la Commission européenne, qui, elle, a des sanctions et des mesures qui lui sont propres au niveau du DSA. Avec des sanctions qui peuvent monter jusqu'à 6% du chiffre d'affaires. Donc, des mesures provisoires qui sont importantes aussi, d'audit, etc. Et suspendre très concrètement, ça veut dire que les Français n'auraient plus accès au site Chine. Oui, parce qu'effectivement, c'est une plateforme qui n'est pas française. On y croit, ça? C'est possible que ça se mette en œuvre? C'est la suspension ou le déréférencement. C'est l'un des deux. Donc, déréférencement, ça veut juste dire qu'il n'est plus référencé sur Google, mais le site existe toujours. Quand on tape l'URL, en fait, on arrive sur une erreur. Alors, si c'est que du déréférencement, si on tape l'URL, on arrive sur le site. C'est juste qu'il est plus référencé dans les moteurs de recherche. Exactement. Oui. Mais s'il y a une véritable suspension, ça veut dire qu'à partir de la France, mais de la France seulement, on ne peut plus avoir accès à ce service. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, avec les VPN, etc., c'est assez facile au final d'avoir accès à ces services. Mais ce serait quand même une mesure exemplaire, inédite. Vous pensez qu'on va un petit peu trop loin là ou... Non. Non. S'ils enfreignent la loi, il faut frapper Parce qu'ils ont fort. déjà retiré tout ce qui posait problème, retiré de leur marketplace. C'est ce qu'ils font à chaque fois.
que ce soit les plateformes de social media ou les plateformes de e-commerce, c'est ce qu'ils font à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils font comme s'ils ne voyaient pas. Quand ils se font prendre la main dans le sac, ils disent « Oh, désolé, oups, on a fait une erreur, ça ne se reproduira pas ». Et puis ensuite, le problème, c'est que la pratique, elle est consacrée. Oui. Les usages font que les utilisateurs le font. C'est la raison pour laquelle Nike avait quitté Amazon, parce que Nike disait qu'Amazon ne faisait pas la police sur le marché gris, c'est-à-dire les contrefaçons. C'est ce qui se passe avec Sam Altman, Sora 2 pour OpenAI, où tout d'un coup on se retrouve avec des mèmes de Martin Luther King. Et c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même façon de procéder. Ils avancent, ils foncent. Quand ils se font prendre la main dans le sac, en fait, ils font semblant, ils se cachent derrière la liberté de commerce ou la liberté d'expression. Ils ont des batteries d'avocats. Alors maintenant, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne sont plus responsables parce qu'ils sont simplement hébergeurs. On a quand même un texte justement européen qui en Europe, on a un texte aujourd'hui avec la DMA et la DSA qui protège plus, mais néanmoins, ce ne sera pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois. Voilà, donc en effet, il faut frapper fort quand ils enfreignent la loi. Imen, sur en fait, c'est ce sujet. Pourquoi il nous intéresse ? Parce que ça raconte aujourd'hui le problème qu'on a face aux plateformes. Tout à fait. Et face aux plateformes, il y a une réglementation européenne, donc j'insiste sur le fait qu'elle doit absolument être appliquée. Je parle du DSA et du DMA. Des règles existent, des lignes rouges ont été définies, et il est important qu'on sévisse. Et c'est pour ça que j'ai donné mon carton vert. Et autre sujet, il est aussi important qu'on dote nos autorités de contrôle de moyens pour pouvoir contrôler les millions de références sur ces plateformes. Parce qu'ils vont extrêmement vite. Je ne sais pas combien de références il y a sur le site Shein ou sur sa marketplace, parce qu'il y a deux choses différentes. Et donc, il faut doter la DGCCRF, par exemple, d'outils de contrôle automatisés par l'IA, par exemple. Donc, sinon, on ne pourra jamais les Il faut avoir les mêmes outils, en fait, que eux ont, parce que eux, ils les ont, ces outils, pour... Ils les ont, mais ils investissent à minima. C'est-à-dire, ils font trop confiance à l'IA parce qu'en réalité, il faudrait aussi du contrôle humain. Ouais. Dès qu'ils peuvent éviter ce type d'investissement. Et puis, n'oublions pas, d'un point de vue business, retirer des produits, c'est retirer du business. Retirer des contenus d'une plateforme de social media, c'est moins de clics. C'est moins de clics, c'est moins de revenus publicitaires. Moins de revenus publicitaires, c'est le cours de bourse qui s'affaisse. Donc, ils n'ont pas intérêt à le faire, sauf s'ils sont contraints à le faire. Alors, pendant ce temps, il y a quand même l'inauguration du premier magasin Shein, si on peut appeler ça un magasin, en tout cas un espace physique permanent qui va être consacré aux produits vendus par Shein. Ça s'est passé, la célébration s'est passée au BHV Marais à Paris, c'était hier. On a vu des images assez contrastées entre des clients qui se précipitaient sur les produits et d'autres devant les portes qui manifestaient contre son installation. On va en discuter de cela avec notre invité à distance, Philippe Berland, directeur général de la start-up textile Everdye, plus de 20 ans d'expérience dans le retail. Comment est-ce que... vous l'entendez comment, cette ouverture de Shein à Paris, Philippe ? Bien, bonjour et merci de me recevoir. C'est l'aboutissement d'un processus qui date de maintenant 3-4 ans. Shein, ce n'est pas nouveau. C'est une succession d'actes, de choses contre lesquelles on se bat depuis 3 ans, j'insiste, auprès des autorités françaises pour qu'elles fassent appliquer le droit. Oui. En fait, vous citiez les éléments où Shein contrevient à la loi. Ils sont extrêmement nombreux. On ne parle pas que de publication de contenu illicite. On parle de produits non conformes, on parle de vol de données de data personnelles, on parle d'acquittement de taxes et autres qui seraient douteusement... ces gens-là enfreignent la loi sur un nombre de points absolument hallucinant. Donc, le fait qu'aujourd'hui, ils s'installent au centre de Paris avec la complicité de la direction du BHV, est une forme d'acte final très cynique, où eux, ils avancent, alors que nous, on ne fait pas respecter nos lois. Alors, ce que dit le groupe BHV, pour prendre sa défense, on ne les a pas, donc je vais parler pour eux, ce qu'ils disent, c'est que ce ne sont que des produits vendus directement par Shein qui sont présents dans le magasin, et donc licites. Bien sûr que les produits qu'on va trouver, pour une fois où il y a une activité physique sur le territoire français, parce que je rappelle que Shein n'a aucune activité physique et agit à distance de manière incontrôlable,
de manière finalement en toute impunité, parce que qui va être convoqué au commissariat le jour où il y a une vraie convocation par la DGCCRF? Je vous le demande. La réalité, c'est que ces gens-là sont très loin et pas très contrôlables. Mais à partir du moment où ils ont une présence physique sur le territoire français, ils sont contrôlables. Nul doute qu'ils ont envoyé des produits qui seront, eux, pour une part, évidemment, licites. Mais le point, c'est que la direction du BHV se rend complice d'un acteur qui contrevient à la loi par ailleurs. Parce que la réalité, c'est que les ventes faites par Chine au BHV va être une toute petite partie de la réalité du business qu'ils font. Regardez la part de marché aujourd'hui de Chine qu'il fait par le e-commerce. Donc en fait, c'est un épiphénomène, c'est une sorte en tout cas, une partie de la population le prend comme une provocation. Pour lui, c'est une publicité énorme. Plus on fait de polémiques, plus sa notoriété monte. Et aujourd'hui, Chine est connue par 98% des Français. Après, on va dire 4 à 5 ans d'existence. Quelle marque a cette trajectoire marketing de notoriété? Je vous le demande. Normalement, pour atteindre 98% de notoriété pour une marque, ce sont des années de travail, beaucoup plus que 5, et ce sont des millions d'investissements marketing. C'est sûr que Chine va très très vite et investit des centaines de millions d'euros pour créer tout ça. Une énième polémique, lui, forcément, l'avantage encore plus. Oui, alors sans doute avec cette affaire, on va peut-être atteindre les 99% de notoriété, parce que là, on n'arrête pas d'en parler. Vous comprenez, vous, Pascal, le choix du BHV? Parce qu'on sait que c'est quand même une façon... Enfin, on imagine qu'en tout cas, ils espèrent que ce soit une façon de générer davantage de trafic dans leurs magasins, de reprendre la main sur du chiffre d'affaires. D'un point de vue business, c'est le meilleur choix. Ça ne veut pas dire que j'approuve. Mais d'un point de vue business, c'est comme Pimkie. Ils sont en situation défensive. D'un point de vue business, ils sont proches potentiellement de l'acte de décès. Donc, s'associer à la marque qui est la plus sulfureuse sur la place de Paris, dont on sait que ça générera du trafic en magasin, c'est quand même un petit coup de maître. Et plus on en parle, comme toujours, on peut parler de moi de façon positive ou de façon négative, à la fin, on parle de moi. Donc, ça génère aujourd'hui de la viralité. Et dans le monde du numérique, créer une marque en quelques années, c'est pas complètement impensable. Temu s'est créé aussi en quelques années, donc on est dans un monde de l'hyper-temps réel, de l'hyper-accélération. Alors Chine, évidemment, eux, c'est une façon finalement de se crédibiliser, puisqu'ils le savent, ils devront aller vers le physique à un moment d'une façon ou d'une autre. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que finalement, pour l'instant, ils ont besoin des vieux magasins physiques bien installés en France pour se créer de nouvelles parts de marché. Tout à fait. Et ils viennent sur le marché... Alors, est-ce pertinent de les aider ou est-ce qu'on se tire une balle dans le pied? Moi, j'ai tendance à dire quand même... Enfin, je sais pas, Pascal. Si vous gérez le compte de résultat de BHV qui a perdu 15 millions l'année dernière, qui a des encours avec ses partenaires, voilà. Si vous appelez Pimkie et que vous êtes au bord du dépôt de bilan, que vous faites simplement 5% de votre chiffre d'affaires en e-commerce, qui est impensable en 2025, et que vous n'avez pas en fonds propres la capacité à créer une expérience de commerce unifiée, vous allez voir celui qui vous tend la main. Je suis désolé, encore une fois, je n'approuve pas. Allez, on a un carton rouge. Vous avez le deuxième plus vieux grand magasin de la place de Paris qui est au bord du dépôt de bilan. Mais je pense qu'il y a d'autres manières que d'inviter Chine dans ses locaux pour peut-être faire repartir la machine, non? Enfin, je trouve que c'est juste exactement ce que vous disiez au début de l'émission, c'est-à-dire que c'est juste leur ouvrir la porte alors qu'on sait qu'ils ne respectent pas la loi sur aucun des sujets. Donc, sans parler de la loi anti-fast fashion qu'on a votée en France. Donc c'est juste, ils nous marchent dessus d'une certaine manière, donc, et on accepte, et on les invite chez nous, et on leur dit de venir, etc. Donc je trouve qu'il y a vraiment un discours qui est un peu schizophrénique aujourd'hui, qui est d'un côté on parle beaucoup de souveraineté numérique, etc. Puis d'un autre, on invite des acteurs comme ça en physique et on leur ouvre les portes. Mais là, légalement, on ne peut rien faire. On ne peut pas interdire, du fait de la polémique en ligne, on ne peut pas du tout interdire une installation. Totalement, et ils le savent d'une certaine manière. Donc, il y a 2 mois, ils avaient ouvert un pop-up store dans le Marais et personne n'a rien dit. Et ce pop-up store a été blindé de personnes pendant les 3 semaines où ils étaient présents. Non, mais là, quand même, coup dur, je trouve, quand même, pour le BHV, c'est le timing. C'est vraiment terrible pour eux. On en est où de cette loi anti-fast fashion, d'ailleurs, puisqu'elle a été largement adoptée par le Sénat au mois de juin. Quelle est la suite? Vous en voyez les effets, déjà? Non, on n'en voit pas les effets. Je rappelle qu'on est dans un contexte européen. Donc, en fait, déjà, la loi que nous avons votée en France, elle est largement critiquée par l'Union européenne sur tout un tas de points de droit. Donc là-dessus, je ne vais pas faire l'expert, je ne suis pas avocat. La réalité, c'est qu'elle n'est pas rentrée en application. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
peut-être qu'il faut rajouter une réglementation pour lutter contre des acteurs du type Chine. Je rappelle d'ailleurs que non seulement il faut peut-être rajouter des lois, mais la réalité, c'est qu'il y a déjà tout un tas de lois auxquelles ils ne se conforment pas, et il y a des règlements qui les favorisent. Je rappelle qu'ils ne payent pas, ils ne s'acquittent pas de droits de douane car leurs colis sont en dessous de 150 €. Donc ça veut dire que quand vous constatez qu'un produit est très peu cher chez Chine, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas taxé de la même manière qu'un acteur qui est de droit européen. Ah oui. Donc non seulement ils contreviennent aux lois qui existent, ils bénéficient de lois qui leur sont très favorables. Là, on ne peut pas leur faire le procès de les utiliser puisque c'est nous-mêmes qui nous tirons une balle dans le pied, nous, Européens. Et en plus, je pense qu'effectivement, il faudrait réguler parce qu'ils ont, je pense qu'on est sur la question un peu de la morale. Je comprends que d'un point de vue strictement business, si on ne fait pas appel à aucune notion de valeur, peut-être que c'est une bonne décision du BHV. La réalité, c'est dois-je être complice d'un acteur qui sciemment, je répète sciemment, contrevient à la loi et met en danger les consommateurs. Je vous laisse le droit de faire votre choix, mais c'est une question pour moi de morale et de valeur. Là, on est aussi, vous évoquez quand même une distorsion de la concurrence. Bien sûr. Oui, enfin, je veux dire, pour les acteurs. Énorme. Pour les acteurs traditionnels, se retrouver face au modèle des plateformes, notamment chinoises, c'est très compliqué de garder la main sur le marché. Tout à fait, c'est très compliqué et je comprends votre point de vue. On respecte des normes environnementales, sociales, etc. Et on est concurrencé, donc c'est pas faire. Et au moment où on parle de souveraineté économique européenne, il faut absolument qu'on trouve des moyens pour juste concurrencer en fait ces nouveaux venants et les empêcher de venir. Oui, Alexandra. Une chose que vous disiez qu'il faut rajouter des lois. Moi, je pense qu'on a un arsenal de lois. Philippe. Voilà, exactement. Ouais. Philippe, je pense qu'on a un arsenal de lois qui est déjà très conséquent et qu'en fait, le droit ne peut pas tout. À un moment, il faut aussi chacun vous parler de valeurs, d'éthique, etc. C'est à nous, c'est au BHV, à la direction du BHV, aux consommateurs, etc. aussi de prendre leurs responsabilités. Le droit, c'est une chose, mais on n'arrête pas de critiquer l'inflation réglementaire, etc. On ne va pas rajouter aujourd'hui encore des lois. Voilà. Et puis la loi anti-ultra fast fashion ne touche que la publicité, l'interdiction de la publicité, c'est pas l'interdiction de commerce dans un lieu physique. Donc il faut la changer dans ce cas-là. Visiblement, il va falloir la changer parce qu'on a quelques failles juridiques qui empêcheront son application. Oui, Philippe Berland, un dernier mot ? Non, mais je suis en phase avec le fait qu'il n'y a pas besoin de rajouter de loi pour tacler aujourd'hui Chine. Il y a un nombre de points sur lesquels ils sont contrevenants qui suffit largement. Il suffit de faire appliquer notre loi. Mais j'en reviens au point qu'ils n'ont pas de véritable existence juridique en Europe. C'est que qui vous convoquez au commissariat pour faire une enquête, si vous demandez si les allégations sur les produits sont justes sur leur site, mais le produit n'existe plus le lendemain et vous allez envoyer un inspecteur en Chine pour trouver les données. Tout ça n'est pas sérieux, on n'a aucun moyen de les contrôler, donc il faut agir fort sur les points sur lesquels ils contreviennent. Par exemple, la sécurité des produits qui, à l'évidence, est démontrée en récidive de non-conformité de nombreuses fois. Là, on est vraiment face, effectivement, à la question aussi des actes répétés. C'est là-dessus, d'ailleurs, qu'insiste le courrier aujourd'hui des ministres français à la Commission européenne. Oui. Non, n'oubliez pas quand même que Chine cherche à rentrer en bourse. Sur la place boursière de Londres. Donc de toute façon, s'ils rentrent en bourse, ils vont être obligés à un moment d'aller vers les réglementations, respect des réglementations. Sinon, ils ne rentreront jamais en bourse. Donc de toute façon, ils vont rentrer en conformité avec l'ensemble des réglementations. Ce sera difficile, ce sera au forceps, mais c'est à nous d'être vigilants. Après, on verra ce qui se passe en Chine, parce que quand on commence à voir des géants qui prennent une position internationale, on a eu l'expérience. Ils disent qu'ils ne sont pas chinois, ils sont domiciliés à Singapour. En fait, tous leurs data scientists sont en Chine. Ça, mais c'est ce qu'ils ne cessent de répéter et qu'ils ne sont pas entre les mains du Parti communiste chinois. C'est la belle histoire qu'ils nous font croire. À voir. En tout cas, moi, je pense que aider à l'installation d'un modèle qu'on dénonce, c'est pas forcément pertinent. En tout cas, c'est prendre vraiment
un gros risque. Merci beaucoup Philippe Berland, directeur général d'Everdye, donc qui prône un modèle d'ailleurs de textile biosourcé et donc très anti et loin de cette fast fashion. Merci beaucoup d'être intervenu avec nous sur ce sujet. Nous, on enchaîne avec les vagues de licenciements. Amazon, c'est 14 000 postes, Accenture 12 000, Microsoft près de 9 000, Nestlé 16 000. On nous dit que ce sont des licenciements qui sont liés à des restructurations, à une modification des processus internes, parce qu'il y a de l'automatisation aujourd'hui possible avec l'intelligence artificielle. Est-ce que, selon vous, tout ça, c'est la faute à l'IA ? Il faut faire le... Oui. Oui ou non ? Alors oui, c'est vert. Oui. Alors, oui, c'est vert et non, c'est rouge. C'est la faute à l'IA ou pas ? Non, c'est pas la faute à l'IA, Pascal. Ah, oui ou non ? Oui ou non. Ouais. Moi, je dis non aussi. Pareil, Alexandra ? Moi, je trouve que c'est juste... Carton un peu plus haut parce qu'on ne voit pas très bien l'opinion d'Alexandra. Je pense que c'est plus sexy de dire qu'on licencie pour de l'IA, quoi. Alors qu'il y a d'autres raisons derrière. Alors, Imen, pourquoi un avis partagé comme ça ? En fait, c'est moins à cause de l'automatisation de l'IA que pour financer la course effrénée à l'IA. Oui. Alors, ces gens-là donc c'est quand même la faute à l'IA. C'est quand même la faute à l'IA, mais c'est pas la faute à l'automatisation. D'accord. Parce que certes, l'IA automatise, sert à faciliter la coordination du travail, mais pour y arriver, il faut que les entreprises, effectivement, transforment très en profondeur leur processus métier et revoient leur organisation. Ce qui n'est pas le cas, même chez les acteurs les plus avancés. Oui. En revanche, tous mettent de l'argent jamais vu auparavant sur le financement d'une technologie qui est extrêmement gourmande en investissement en CAPEX. On parle de data center, on parle de GPU, on parle d'énergie, et tout ça, ça coûte en prévision 3 000 milliards de dollars jusqu'à 2028, ce qui est absolument énorme. Et rien qu'en CAPEX d'IA, on dépenserait, les acteurs de la tech dépenseraient 400 milliards de dollars par an sur des technologies qui sont amortissables extrêmement vite. Donc, on est sur des cycles d'amortissement de 10 ans, voire 5-6 ans, quand on parle de GPU, alors qu'on a des revenus annuels de 15 milliards. Donc, faites les maths, les marges sont complètement érodées par ça. Donc, il y a une variable ajustement dans leur bilan, c'est le facteur humain. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas complètement grâce aux bénéfices de l'IA, mais c'est quand même pour payer l'IA. Voilà. Pascal, oui, sur la même ligne. C'est qu'un prétexte, c'est certain. Les organisations ne sont pas encore capables C'est-à-dire, on ne gagne pas aujourd'hui en productivité quand on utilise des outils d'IA, non. Moi, je l'utilise au quotidien dans mon boulot de stratège. Ça me fait gagner du temps sur certaines tâches et ça m'en fait perdre sur beaucoup d'autres tâches, notamment quand ces outils ont du mal et hallucinent et ont du mal à sortir le type d'exportation de fichiers que je demande. Mais au-delà de ça, c'est qu'un prétexte. Petit coup de gueule. Oui, non, mais je suis très inquiet pour la santé mentale de ces LLM. Et les nôtres, non? Donc, ce n'est qu'un prétexte. C'est très, très bien, de toute façon, dans une entreprise, parfois, de faire un nettoyage de printemps, en l'occurrence, en automne. Ça veut dire que les analystes financiers vont adorer, ça va faire monter le cours de bourse. Le message aussi est en interne pour dire « Attention, on veut retrouver notre esprit de start-up alors qu'on est devenu des grosses administrations. » Et en effet, c'est la seule variable d'ajustement pour financer les investissements colossaux. Cette année, ce sera 350 milliards. Externe et interne aussi. Tout à fait, bien sûr, oui. Et puis, on le sait, là, ça touche les middle managers, ça touche pas les cohortes de développeurs. Donc, c'est vraiment, les middle managers, c'est des endroits où ils avaient beaucoup recruté pendant la période du Covid. Oui. Donc, potentiellement, il y a du nettoyage à faire parmi les middle managers. Je vous ai vu, Imen, réagir quand même, non ? Souffler sur le middle management. Sur le middle management, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'investissements sur la couche de middle management. Et quand on regarde qui sont les postes qui ont été... c'est pas tellement dans le niveau management, c'est quelques métiers qui bénéficient un petit peu aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Je parle plutôt des métiers dans la RH, dans la communication. Et c'est là, en fait, où ils font des licenciements. Alors que quand même, ils recrutent beaucoup des développeurs, des data scientists, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un véritable effet sur le recrutement des postes d'entrée ? Voilà, des juniors, des stagiaires. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier quand même l'emploi des jeunes, là, sur l'autel de l'IA, qui, soi-disant, pourrait effectuer des tâches basiques que les autres faisaient avant ? Et du coup, on va perdre en expertise, et ça va être terrible pour les jeunes et la recherche du premier emploi. Là, c'est un effet réel quand même. Complètement. Non ? Et ça ne signifie pas d'ailleurs qu'il n'y a pas des métiers qui sont aujourd'hui sous tension avec l'IA. Ouais. C'est certain.
les métiers de communication, les métiers de RP, les métiers qui sont associés à différentes couches dans le marketing. Parce que finalement, l'IA générative, aujourd'hui, ça touche principalement la communication en termes... les mots, en fait, ceux qui travaillent avec les mots. Tout à fait. Les images, les mots, les vidéos. Malheureusement, voilà. on confond parfois le travail avec les mots et le travail avec les idées. Parce que pour l'instant, les IA ne travaillent pas très bien sur les idées. Complètement. Moi, je pense que tous les métiers, d'une certaine manière, sont impactés dans une certaine mesure. Le métier d'avocat aussi, on le voit justement parce qu'on a tous l'impression d'être un juriste maintenant quand on demande à une IA de nous faire un contrat. Effectivement, c'est des mots. Derrière, c'est une catastrophe, les formes de contrats qu'ils font, etc. Mais moi, je pense quand même qu'il faut l'intégrer dans tous les métiers. Et que, effectivement, aujourd'hui, notamment en cabinet, quand on recrute un junior, on ne va pas lui demander les mêmes compétences qu'on lui demandait il y a maintenant quelques années, quoi. Il faut juste l'intégrer. Est-ce que ça va ralentir le recrutement de juniors ? Sûrement un petit peu, il faut se l'avouer, dans certains métiers. Ouais. Certaines analystes parlent d'un ralentissement très conjoncturel, mais effectivement, on va continuer, je l'espère, à embaucher ça relève de notre responsabilité en tant qu'entreprise. Bien sûr, on est obligé d'intégrer. Mais en fait, tout ça, toute cette révolution, elle se prépare. Elle se prépare à la fois en entreprise, parce que, comme je vous ai dit, les gains sont marginaux si on ne revoit pas tout le système productif et toute l'organisation, parce qu'effectivement, tous les métiers les tâches des métiers. Certains métiers sont revus, mais on ne va pas pour autant supprimer des métiers. Donc voilà, il y a toute une organisation à revoir, et ça relève aussi de la responsabilité des pouvoirs publics, il faut revoir en fait les politiques d'éducation pour pouvoir préparer nos jeunes générations au marché de travail de demain. Donc c'est une transformation holistique, et malheureusement, les choses vont plus vite que notre capacité à repenser tout ça. Allez, on a 30 secondes chacun pour pour dire ce qu'on pense, des investissements de Meta. La bourse a plongé le 1er novembre, redoutant que les dépenses de Meta et de Mark Zuckerberg dans l'IA soient exagérées. Est-ce que vous trouvez ces investissements trop risqués aujourd'hui, ou à la mesure des enjeux et des investissements des concurrents aussi, hein ? Difficile comme question. Même moi, 30 secondes. Allez. Aymen. En fait, ils font comme tout le monde, sauf qu'en fait, pas trop risqué. En fait, je sais pas. Enfin, on est dans un phénomène de bulle de l'IA, donc oui, effectivement, c'est risqué. Il y a 2 écoles, elle va exploser. D'autres qui disent ça n'explose pas, c'est juste une espèce de nouveau modèle économique qui émerge. Ce que je pense pas pour Meta, c'est qu'en fait ils font pas plus que les autres ou moins que les autres. C'est que en fait ils ont un espèce de modèle économique qui repose sur des revenus publicitaires, là où les autres peuvent amortir leur investissement grâce à un portefeuille d'activités diversifié, le cloud, les services, etc. Allez, Pascal. Moi, je pense qu'ils sont... Trop risqués ou pas trop risqués ? Non, très risqués, évidemment, mais ils les mettent à bord. Carton rouge. Bien sûr. Il a un moment de sa vie où il prépare Meta pour dans 20 ans. Il s'en fout, son business crache un blé maximum, et de toute façon, il est en train de faire la crise de la quarantaine. Donc, c'est quoi son objectif ? On le sait, c'est être le premier à faire la super intelligence, il n'y arrivera pas, et dessouder l'iPhone de nos vies. Il n'y arrivera pas non plus. Donc, il essaie. Et de toute façon, comme il a dit, même si c'est des milliards qui partent en fumée, comme le projet de ces casques réalité et de multiverse, il redistribuera ses richesses sur l'IA et sur la pertinence de l'IA sur les publicités. Alors, beaucoup moins de temps, Alexandra, du coup, parce qu'ils ont beaucoup parlé. Juste pour dire qu'en tout cas... Pas trop risqué, vous pensez que c'est logique ? C'est logique, il est obligé, en fait. Tout le monde le fait autour, c'est aussi un coup de com'. S'il s'arrête, ça veut dire qu'il meurt d'une certaine manière. Donc, il est obligé d'investir énormément. Et juste pour dire que nous, on le voit aussi à notre petite échelle avec des clients, que les investisseurs sont frileux à tous les niveaux, quoi. Ok. Moi, je me demande jusqu'où on va aller, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le grand débrief de Smart Tech. On était en direct comme tous les jeudis à 10h45. On se retrouve dès la semaine prochaine. À très vite sur la chaîne Bismart.